Merci de choisir ITV, merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. La finance islamique au Sénégal, état des lieux, fondements, mécanismes et perspectives, notre thème du jour. Yaye Fatou Diagne, coordonnateur du programme de développement de la microfinance islamique, est là pour en parler. Le Promise, communément appelé Promise. Yaye Fatou, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Oumou. Je commencerai d'abord par saluer les auditeurs et les téléspectateurs de ITV et iRadio. Et je suis ravie d'être là pour parler avec vous de la microfinance islamique au Sénégal. Plaisir partagé. Alors, pour camper le débat, je pense qu'il est important d'expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs c'est quoi la microfinance islamique ou la finance islamique. Alors, la finance islamique en général ou la microfinance islamique en particulier est un mécanisme de financement de l'économie qui trouve sa source dans les fondements de l'islam. C'est comme ça qu'on pourrait le définir en fait. Donc aujourd'hui dans notre pays, ce serait une alternative à la finance classique que nous connaissons depuis lors. Voilà. Donc alors, quels sont les fondements et les mécanismes de la microfinance islamique alors? Alors, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la microfinance islamique trouve sa source dans la religion musulmane, dans la charia. Alors, qui peut être scindé en deux dimensions? Comme vous le savez, il y a la dimension qu'on appelle la dimension ibadat, c'est-à-dire tout ce qui est de l'aspect cultuel. Le culte, c'est-à-dire comment prier, comment faire le jeûne, les piliers de la religion qui sont indiscutables. Mais de l'autre côté, du moment que nous savons que la naissance de toute religion, c'était pour apporter un bien-être à une communauté. Alors, dans ce souci d'apporter ce bien-être-là, il y a une dimension socio-économique qui entre en jeu. Parce que l'individu a besoin de travailler pour améliorer ses conditions de vie. Ça fait partie des préceptes de l'islam. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la version mu'amalat. Bon, j'utilise les termes, ce sont des termes consacrés. Ce n'est pas pour faire un peu dans la technique, mais pour expliquer. Oui. Et la finance islamique a trouvé sa source dans cette dimension-là, qui est la relation entre les individus vivant dans une même société. Alors, c'est basé sur, déjà, premièrement, l'interdiction de l'intérêt, qui sont les fondements. Le taux de la marge qui est utilisée devrait être inférieur au taux de l'usure, qui est dans la plupart du temps fixé par la banque centrale dans les États. Et aussi le traitement par rapport à la clientèle. Dans la démarche de la microfinance islamique, le soubassement est un soubassement de partenariat. Les deux, le bailleur et le client, vont en partenariat dans le type de financement, contrairement à la finance classique où le promoteur est seul responsable de son prêt, c'est l'argent qui lui est prêté et il y va dans son projet pour voir comment réaliser ou ne pas réaliser. Alors, dans la démarche de la finance islamique, c'est un partenariat. Et les pertes et les profits sont partagés. Donc, il y a l'aspect partage qui est très important, qui est une dimension fondamentale. Ce qui est différent des institutions classiques qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. C'est une démarche tout à fait classique, tout à fait différente de la démarche classique. Ce qui m'amène peut-être à vous poser une question. Comment ces institutions de microfinance islamique vont vivre? Parce qu'on sait que les institutions de banque classiques vivent des agios et des intérêts, alors que dans la microfinance islamique, cette pratique est interdite. Alors, ce n'est pas la pratique de l'intérêt, c'est différent de la pratique de l'intérêt. Ce n'est pas le même mode de calcul. Okay. Là, on parle de marge. Alors, le banquier islamique, c'est un banquier commerçant. Donc, il achète un produit dont il devient propriétaire et met une marge pour le revendre. Donc, tout ce dont vous parlez, les frais de fonctionnement et tout, entre dans cette rubrique qui est la marge. À la différence de la finance classique, cette marge, elle est fixe. Elle est fixée et négociable. Donc, elle est négociée entre le bailleur et son client, entre le banquier et son client. Donc, c'est ça la différence avec la finance classique. Quels sont les facteurs sur lesquels les institutions se reposent pour fixer la marge? Alors ça, ce sont les calculs, c'est-à-dire les frais d'organisation, parce que les gens qui travaillent à la banque, on doit avoir un salaire. Donc, pour faire des bénéfices aussi. Parce que quand on achète un produit pour le revendre, on sait que le prix de vente, c'est le prix d'achat plus bénéfice qui devient
le prix de vente. Donc, c'est la même démarche. C'est la même démarche. C'est la même démarche. Une démarche qui s'appesantit sur les préceptes de l'islam. Tout à fait. Voilà, nous allons nous pencher sur le cas du Sénégal. Si on devrait faire un état des lieux et l'expérience de la microfinance dans notre pays. Alors, donc, au Sénégal, il y a eu beaucoup d'expériences de la microfinance islamique, des projets d'abord qui étaient là, comme le PALAM, comme vous savez, il y a actuellement le PADEF. Il y a eu des tentatives de pratique de la microfinance islamique qui ont donné des résultats satisfaisants. Alors, c'est pour ça que le président de la République, Macky Sall, à son arrivée, a voulu ouvrir les portes de la microfinance islamique dans un aspect plus réel. Parce que là, il y avait eu des tentatives de pratique de la microfinance islamique. Maintenant, il veut que cette pratique-là soit une véritable alternative à la finance classique qui est là. Alors, c'est pour cela, c'est ça qui a conduit à l'avènement du Promise, qui est le programme qui devrait développer cet outil, cette industrie de la microfinance islamique dans notre pays. Alors, il y a aussi l'expérience de PAMECAS, qui depuis 10 ans n'a pas cessé à essayer encore de mettre en place la microfinance islamique au Sénégal. Et ce sont des expériences fluctuantes qui ont vraiment créé la motivation de l'avènement de la microfinance islamique dans notre pays. Donc, si je vous comprends bien, en ce moment, il n'y a pas encore d'institution de microfinance islamique. Donc, c'est des partenariats que vous nouez avec, par exemple, le PAMECAS que vous venez de citer. Aujourd'hui, il y a PAMECAS qui pratique de la microfinance islamique. En termes bancaires, comme vous le savez, il y a la Banque islamique du Sénégal et il y a Coris Bank récemment aussi qui a ouvert un guichet de finance islamique. Mais dans le cadre de la microfinance, il y a PAMECAS qui est vraiment dans le cadre de la pratique de la microfinance islamique dans la plupart de ces guichets. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans un moyen ou dans un long terme, vous allez me dire, d'avoir des institutions typiquement microfinance? Mais tout à fait, dans un moyen terme. Est-ce qu'il y a la législation, le cadre? Voilà, parce que pourquoi PAMECAS était dans une phase d'essai? Alors, avec la décision du président de la République d'ouvrir les portes du Sénégal à la microfinance islamique, il fallait une modification de la loi. Alors, la loi a été modifiée pour inclure maintenant dans les dispositions pratiques de l'article 6, maintenant la pratique de la microfinance islamique, parce qu'il y était autorisé tout simplement la microfinance classique. Donc, cette disposition ayant été prise, maintenant, il y a déjà des demandes qui sont au niveau de la DRS-SFD, qui est la direction de la réglementation, pour l'ouverture de guichets islamiques qui est en train d'être traité. Et ces demandes seront validées par la DRS et la BCEAO éventuellement. Et nous verrons en ce moment-là, et ce sera pour un très court terme, des guichets spécialement dédiés à la microfinance islamique, mais aussi pour les institutions existantes, des fenêtres dédiées à la microfinance islamique. Parfait. Dans le cadre de votre tournée de sensibilisation et de communication, je parle du Promise, le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal a tenu une tournée nationale. Vous étiez à Kaffrine, Kaolack, Fatick, entre autres, pour ne citer que ces régions, et vous avez profité lors de ces tournées pour annoncer la création de 50 000 emplois et 50 000 micro-projets, oui, et 25 000 emplois grâce à la microfinance. En quoi faisant? Alors, dans notre mission, la mission du Promise, c'est d'installer déjà l'écosystème pour une pratique effective de la microfinance islamique. Mais de l'autre côté, nous devons vendre la microfinance islamique aux Sénégalais, que ça soit un produit qu'ils comprennent, qu'ils maîtrisent pour aller le consommer après l'installation. Donc nous agissons sur deux registres. Nous travaillons avec les SFD pour l'installation des guichets, mais aussi nous avons un volet sensibilisation, formation et communication pour les populations, pour leur faire comprendre notre produit. Alors c'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette tournée de sensibilisation. Comme vous le savez, dans un premier registre, la communication, il y a un effet entonnoir. Il faut d'abord faire un premier jet pour susciter l'intérêt et puis après peaufiner cette stratégie de communication par rapport au questionnement et faire des précisions au fur et à mesure. Alors c'est dans ce cadre-là que nous avons initié des CRD dans les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons fait la moitié. Il nous reste l'autre moitié que nous devons terminer d'ici fin novembre, Inch'Allah. Et puis, c'est pour faire connaître la microfinance islamique et aussi la démarche du Promise. Parce que parfois, il y a des confusions. Certains entendent le Promise qui a un fonds de 47 milliards. Ils pensent que c'est un fonds, c'est des financements qui sont à disposition et qu'on doit distribuer. Alors que
Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la seule organisation qui, je peux dire, bénéficie de fonds réels, qui est là et qui est prêt à le faire, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'ADER. Maintenant, nous, l'ADER utilise les canaux classiques existants, c'est-à-dire la finance classique, pour faire passer ces fonds. Nous avons des fonds islamiques. Nous ne pouvons pas les faire passer dans les canaux classiques. Il nous faut installer nos propres canaux de distribution. Et ce sont les canaux de distribution qui viendront avant les financements. Donc c'est pour juste préciser ça, pour que les gens ne puissent pas penser que notre produit est un enfant mort-né ou qu'il y ait des lenteurs, ne pas se presser. Nous avons besoin de partager en réalité la dynamique et la démarche dans laquelle nous nous sommes installés. Vous venez tout de suite de citer l'ADER, cela m'amène à vous poser la question, est-ce que vous envisagez de collaborer peut-être avec l'ADER qui mène peut-être une mission comme la vôtre? Tout à fait. D'ailleurs, l'ADER, comme vous le savez, la volonté du chef de l'État est très claire. Aujourd'hui, l'ADER utilise les canaux classiques et l'ADER prévoit aussi de faire un volet finance islamique. Parce que comme vous le savez, dans le marché mondial, les fonds destinés à la finance islamique sont très nombreux et notre pays gagnerait à en profiter. Donc l'ADER aujourd'hui a l'aptitude de lever des fonds. Aujourd'hui, il fonctionne avec les fonds de l'État du Sénégal. Mais rien n'exclut que l'ADER puisse lever des fonds ailleurs. Donc nous, si nous mettons en place l'écosystème pour une dynamique de la microfinance islamique, l'ADER serait parfaitement un allié dans le refunding. Voilà, et on va revenir un peu sur la création des micro-projets et des 25 000 emplois. Comment se fera la sélection, la procédure et tout ça? Parce qu'on sait que le chômage aussi est une problématique en Afrique et notamment au Sénégal. Faut l'accepter quand même. Tout à fait. Donc nous, ça interviendra dans l'autre dimension de notre programme. Quand on aura mis l'écosystème et ce que nous faisons en parallèle, actuellement, nous suscitons l'intérêt. Et ces micro-PME-là peuvent s'identifier et penser qu'ils peuvent se développer à travers notre produit. Ils viendront vers nous et nous les accompagnerons à comprendre et à appréhender la démarche de la microfinance islamique, qui est carrément différente de la démarche de la finance classique. Parce que c'est basé sur des principes vraiment cardinaux, hein? C'est-à-dire l'équité. Il y a une dimension éthique, il y a une dimension d'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens me disent, oui, les établissements de microfinance, ils sont difficiles, c'est difficile d'avoir un prêt, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs. Et ça, c'est quelque chose qui doit entrer en ligne de compte. Et nous, notre mission aussi, c'est de faire de l'éducation financière. Parce que la finance, c'est quelque chose, la démarche de prendre un prêt, de rembourser, c'est quelque chose qu'on apprend. Et normalement, on devrait l'apprendre avec la microfinance. C'est la microfinance qui crée les futurs clients pour les banques. Donc cette dimension éducation financière est très importante, de pouvoir prendre un prêt et de payer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la microfinance islamique, si vous prenez un prêt, avec le bailleur, vous partagez et les risques et les profits. Et le montant du paiement peut toujours être révisé, toujours à la baisse. C'est-à-dire, cela dépend. Le montant à payer dépendrait du montant des bénéfices qui seront engendrés. Et le bailleur, moralement, n'a pas le droit de vous prendre, de tout vous prendre. Il doit vous laisser de quoi vivre aussi. Donc, vous voyez cette relation, cette interaction qui se crée entre le bailleur et son client. Donc, dans cette dynamique-là, je crois que la bonne foi et de mise. Si vous avez en face de vous un client qui est mal intentionné, je crois que ça ne devrait pas trop vous plaire. Et pour le recouvrement en microfinance islamique, ça devrait être facile, ça? C'est ce que j'ai dit. C'est vous-même qui direz. C'est pour ça que c'est ça qui fait l'intérêt en fait de la finance islamique. Il y a une interaction. Vous êtes toujours en relation avec votre banquier. Il peut vous situer. Vous êtes toujours en relation. À chaque paiement, il faut que vous fassiez un état des lieux. Il faut qu'on évalue si vous pouvez payer ou vous ne pouvez pas payer, combien vous pouvez payer. Donc il y a cette relation. D'autant plus que le montant du prêt peut être revu à la baisse. Exactement. Donc, à ce rythme, vous allez damer le pion aux institutions de finances classiques. Et après, est-ce que cela ne va pas créer peut-être une concurrence? Bon, écoute, concurrence, il y en a parce que c'est deux démarches qui sont, chacun offre ses services et maintenant c'est aux clients de choisir. Et les Sénégalais auront l'opportunité. Parce que comme on dit dans notre pays, Tandal Sobolaner,
dafa am solo. Voilà, donc le client, ça c'est au bonheur des Sénégalais. Ils auront des alternatives. Et quand on a l'alternative, je crois que le choix devient de plus en plus précis. Et c'est ça intérêt, tout l'intérêt aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un taux d'exclusion financière qui est très élevé dans notre pays. Beaucoup ne se retrouvent pas dans la démarche de la finance classique. C'est pas qu'ils se retrouvent, mais il n'y a pas cette dimension accompagnement et éducation financière. Et les clients se plaignent aussi, excusez-moi de vous couper de la parole, des taux d'intérêt souvent exorbitants. Quand il s'agit des institutions, en tout cas de microfinance classiques, des taux qui avoisinent les 13, 14 et des fois 12%. Quand même assez élevé. Voilà, ça c'est un débat. Ce n'est pas que les institutions de microfinance l'ont foncièrement. Oui, c'est parce qu'ils empruntent auprès des banques. Exactement. Aujourd'hui, notre président de la République a tellement compris l'impact et l'importance de la microfinance dans son pays, raison pour laquelle il a érigé le département de promotion. Parce que vous savez, la microfinance islamique, la microfinance en général relève de la finance. Oui. Alors, si nous nous limitions tout simplement à l'aspect pratique, elle devrait être au niveau du ministère des Finances. Raison pour laquelle la direction de la réglementation se trouve au niveau du ministère des Finances. Parce que c'est un aspect financier, c'est un aspect de la finance. Mais du moment que c'est un phénomène très important qui accompagne les pays en voie de développement et sur la voie de l'émergence, le président de la République a créé un ministère parallèle qui sera chargé de la promotion et du développement. Alors pourquoi promouvoir la microfinance islamique? C'est porter le plaidoyer pour ce genre de problématiques. Aujourd'hui, si les établissements de microfinance avaient la possibilité de prendre le crédit directement au niveau de la BCEAO au lieu de passer par les banques, cela diminuerait les taux. Parce qu'ils expliquent qu'ils empruntent auprès des institutions classiques. Exactement, les banques, oui. Exactement. Et ça, c'est un plaidoyer que le ministère devrait porter pour pouvoir régler cette problématique-là et que les Sénégalais puissent être vraiment à l'aise avec tout ce qui est microfinance. Maintenant, en termes de microfinance islamique, ça, ce serait encore un plus. Ce serait encore un plus. Parole de Yaye Fatou Diagne, coordonnateur du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, communément appelé Promise. Vous êtes bien sur la 90.3 e-radio. Yaye Fatou, arrêtons-nous un peu sur l'assurance qu'on appelle le Takaful. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Voilà, qui est une garantie mutuelle basée sur les principes de la finance islamique. Puisqu'on parle de finance islamique, faudrait-il pas aussi instaurer un produit typiquement assurance islamique et le développer? C'est ça, c'est ce que vous appelez, appelé tout à l'heure, c'est le Takaful. Mais le faire connaître aux populations et avoir des guichets et des agences aussi. Tout à fait, c'est ça notre mission. Nous devons installer l'écosystème. Qui dit installer l'industrie de la microfinance islamique, c'est installer l'écosystème. Pour l'écosystème, il y a déjà l'aspect juridique qui entre en compte. Donc nous avons réussi à faire voter la loi. Parce que déjà, ce sont les instructions. Comme vous savez, le Sénégal appartient à l'espace de l'UEMOA. Oui. Et les instructions, vu le leadership du président de la République encore, que je salue, qui a su impulser cette dynamique d'acceptation au sein de l'UEMOA de la démarche, de la nécessité pour nos États de pratiquer, de faire de la finance islamique. Et de ce fait, des instructions sont sorties. Les instructions de la BCEAO ayant sorti pour le cadre de l'UEMOA, chaque État devrait les adapter à ses réalités locales. Et c'est ce que notre État a fait. La loi a été modifiée et votée pour permettre maintenant au Sénégal l'effectivité et la légalité de la pratique de la microfinance islamique. Donc nous sommes en avance par rapport à ça. Néanmoins, il reste 2 instructions qui doivent sortir. C'est par rapport au cadre, au référentiel comptable et au ratio prudentiel. Et ça nous amène à parler aussi de la fiscalité et de la finance islamique. Exactement. Il y a ces instructions-là qui doivent sortir. Pour la loi fiscale, la DGID a déjà intégré le volet fiscalité de la microfinance islamique. Ils sont déjà prêts. Alors, donc pour ces volets-là, c'est déjà réglé. Nous devons mettre en place aussi le volet Takaful. Comme vous le savez, ce sera la même procédure. Il faut que les instructions sortent de la CIMA. Donc, on les attend incessamment parce qu'ils doivent se réunir en octobre, le Conseil des ministres, pour ratifier ça. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, le Takaful maintenant aujourd'hui sera légal et l'Assemblée nationale votera la loi qui permettra la légalité de sa pratique. Aujourd'hui, elle n'est pas encore légale dans notre pays. Donc on attend que les instructions sortent pour faire ça. C'est notre mission aussi. Parce que nous devons mettre tout l'écosystème. Nous ne devons plus faire du tâtonnement pour essayer de faire de la finance islamique. Nous devons faire réellement de la microfinance islamique. Oui, faire réellement de la microfinance islamique. Si nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire et du Maroc, ces gouvernements-là ont levé des soukouks et la finance islamique est très développée dans ces pays. C'est devenu une alternative pour financer les économies. Tout à fait. Parce que comme vous l'avez dit, c'est tout l'intérêt, d'où
d'où pour l'installation dans notre pays. Parce que tous ces pays-là, comme vous venez de le dire, la Côte d'Ivoire, le Maroc et même le Bénin, ils ont une institution comme le Promise. Le Mali récemment est venu pour partager, faire un benchmarking avec nous pour profiter de l'expérience du Promise pour l'installer au Mali. Les pays ont compris que la microfinance islamique a déjà fait ses preuves dans le monde, dans sa spécificité et dans sa capacité à lutter contre la précarité. Je n'aime pas trop le terme pauvreté, c'est pour ça que je préfère utiliser la précarité. Et c'est d'où l'intérêt que les États se mettent à l'ère de la finance islamique en général. Et figurez-vous que l'un des pays qui pratique le plus et le mieux la finance islamique dans le monde, c'est l'Angleterre. Oui. Et l'Angleterre n'a rien de religieux, n'a rien d'islamique. Oui. Mais c'est la pratique qui est basée sur une démarche vraiment rassurante. Ce qui montre que quelque part, la finance islamique est très dynamique et efficace et qu'elle ne pose pas la problématique de la laïcité, comme certains le pensent. C'est important, je pense, de l'éclairer ici. Exactement. Donc, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, une alternative. C'est un produit. Ce qui est important, c'est que elle répond aux préceptes de la religion musulmane. Mais c'est tout simplement la démarche qui est vendue. La démarche et le produit. Donc, comme je t'ai dit, la religion est divisée en deux catégories. Il y a l'aspect cultuel. Ça, c'est la foi, c'est l'individu par rapport à sa religion, qui sont des préceptes immuables. Mais tout ce qui est économie, tout le monde peut s'y sentir, mais à l'exception que la microfinance islamique en particulier, ou la finance islamique en général, ne peut financer des produits qui sont prohibés par la religion musulmane. Oui. Donc, c'est tout ça, c'est le seul handicap, je dirais même pas handicap, mais cela répond... C'est une barrière. Barrière, handicap. C'est pas une barrière, mais moi je trouve que ça marque l'identité. Ça répond au nom et au concept. Exactement, exactement. Mais tout le reste est consommable. Et nos amis qui ne sont pas de la même religion, de la religion musulmane, les autres activités les concernent aussi. À la différence que la finance islamique ne prend pas en charge les activités. Vous venez de le dire, l'Angleterre qui est un pays très conservateur, les Anglais qui sont carrés, s'ils pratiquent la finance islamique, c'est parce qu'ils ont vu derrière quelque part des avantages et des effets positifs pour leur économie. Et il faut le rappeler, le Maroc aussi a été un peu réticent au début, mais c'est après que le royaume chérifien a adhéré à la finance islamique. Alors, Yaye Fatou, la microfinance islamique, les enjeux et les perspectives de développement, on va se répéter, mais c'est important. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est d'installer une industrie de la microfinance islamique qui serait une véritable alternative à la finance classique. Maintenant, cette industrie-là, quelles seront ses perspectives? Quand on mettra l'écosystème, cela ouvrira naturellement des perspectives dans la pratique, dans l'accompagnement. Aujourd'hui, nous aurons la capacité d'aller lever des fonds islamiques au bénéfice de nos populations. Nous avons à créer un fonds de garantie donc pour faciliter la pratique et l'application de la microfinance islamique et pour plus rassurer en fait les financiers. Et donc ces perspectives-là, c'est l'installation d'un véritable écosystème qui permettrait de lutter efficacement contre l'exclusion financière, qui est le souci du président de la République. C'est l'exclusion financière parce que, comme vous le savez, la contribution au PIB s'évalue par l'argent qui est injecté dans le système financier. Aujourd'hui, pour en revenir au ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire, le président de la République, en créant ce ministère-là, qui a pour mission de développer, d'organiser l'économie sociale solidaire grâce à la microfinance en général. Donc, maintenant, il y aura deux alternatives, la microfinance classique et la microfinance islamique quand l'écosystème sera mis en place. Donc, le développement de cette importante, comment je vais appeler l'économie sociale solidaire, c'est-à-dire c'est une économie sous-jacente dans notre pays. Vous êtes en train de me marcher sur la langue parce que j'avais prévu une question sur ça. Donc on y va, oui. Voilà. L'économie sociale et solidaire, voilà. Parce que l'économie sociale et solidaire est un levier de développement. Son organisation serait un levier. C'est ce qu'a compris le président de la République. Il y a beaucoup de fonds qui circulent en marge des systèmes financiers et qui sont dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les tontines, les coopératives, les associations, et tout ça. Et le système financier devrait offrir
à cette clientèle en marge des produits satisfaisants. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Les tontines que font les femmes qui engrangent beaucoup d'argent. Mais les femmes ne peuvent pas confier cet argent-là aux institutions financières parce que si vous leur confiez 1 million, après un mois, on vous donnera 1 million moins 5 000 ou moins 500 francs. Donc, il y aura un manque. Et du moment que c'est une caution solidaire, ce sera à la présidence de rembourser ou de payer ce frais-là parce que les autres ne peuvent pas comprendre qu'on donne 1 million et qu'on nous rend 900 et quelques mille. Donc, ça, c'est la mission du ministère, de régler, de faire harmoniser l'offre à la demande. Donc, d'où l'intérêt du développement de ces mécanismes-là. Le développement de ces mécanismes. Alors, la microfinance et l'entrepreneuriat, la microfinance islamique et l'entrepreneuriat, quels sont les leviers et les stratégies que vous allez mettre en œuvre pour pousser les jeunes à entreprendre? Parce qu'on dit que c'est une alternative pour lutter contre le chômage. Tout à fait. Alors, c'est ça, c'est dans la dynamique de la microfinance islamique. Comme je vous ai dit, c'est un partenariat. Le banquier, le bailleur, il vient d'abord avec sa foi religieuse. C'est-à-dire, il dit aider son prochain. Ça, c'est une recommandation religieuse, comme vous le savez. Donc, dans le cadre de la microfinance islamique, le bailleur, il vient d'abord avec cet engouement. C'est ce qui fait le partenariat. Donc, il prend quelqu'un qui a soit les compétences pour quelque chose, ou bien qui vient de finir ses études et qui n'a pas encore d'expérience et qui veut embrasser un métier. Le banquier se soucie des capacités à pratiquer ce métier qui est choisi. Si vous ne les avez pas, il vous accompagne à la capacitation, à la formation pour l'acquisition de compétences. Maintenant, vous, quel sera votre apport? C'est vos compétences qui seront l'apport et lui, il vient avec son argent pour la pratique de ce projet. Donc, vous voyez cette dynamique, comment elle pourrait booster les TPE, comme vous l'avez dit, les TPE et les MPME, les petites et lutter contre le chômage et aussi avec cette dimension qui est très importante, qui est l'éducation financière. Voilà. Et on va encore se répéter parce que l'Afrique, notamment le Sénégal, vous n'aimez pas le mot, mais la pauvreté existe. Il y a aussi quelque part une exclusion sociale aussi. Est-ce que la microfinance islamique est la solution? Quelles sont les alternatives que cet outil propose? Voilà, notre objectif, c'est d'augmenter le taux d'inclusion financière. Aujourd'hui, déjà, le fait d'offrir une alternative ne veut pas dire que ceux qui pratiquaient de la microfinance classique venaient tous maintenant faire de la microfinance islamique. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de ceux qui sont à l'aise, restez là-bas. Ceux qui ne sont pas à l'aise, venez chez nous. Ceux qui ne se retrouvaient pas dans l'autre, venez essayer chez nous. Donc, mais votre objectif, même si vous ne le dites pas clairement, c'est d'enrôler plus. Vous êtes dans une concurrence quand même avec les autres institutions. Je ne dirais pas concurrence, mais dans une complémentarité. Une concurrence saine, c'est le mot. Donc, on est dans une complémentarité. Parce que comme vous voyez aujourd'hui, la microfinance islamique, il y a des produits, il y a des projets que nous ne finançons pas. Donc, si nous ne finançons pas certains projets, il fallait qu'il y ait une alternative qui finance ces projets-là. Donc, on n'est pas dans une dynamique de concurrence, mais on est dans une dynamique de complémentarité. Et ça, c'est pour le bonheur des Sénégalais. C'est pour le bonheur des Sénégalais. L'autre problématique aussi, on constate qu'au Sénégal, il y a des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et des toutes petites moyennes entreprises. Mais il y a un hic. Le hic, c'est que ces micro-entreprises ne sont pas souvent viables. Parce qu'il y a les charges, il y a les fonds de roulement et d'habitude, ces entreprises aussi ont besoin de fonds pour rouler. Qu'est-ce que la microfinance pourrait faire pour stopper cette hémorragie? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La microfinance islamique propose des produits. Le plus en vue, c'est la Moudaraba. La Moudaraba, c'est un système, un produit, un contrat d'achat-vente et une relation qui est établie entre le bailleur et le porteur de projet. Et comme je vous ai dit, dans ces différentes registres, dans la capacitation, dans l'accompagnement, dans la formation, dans l'éducation financière, et c'est ça qui rendrait pérenne les établissements, les toutes petites moyennes entreprises dont vous parlez, qui sont souvent pas viable. Parce que le promoteur est laissé à lui-même. Il n'a pas d'expérience. On lui finance un projet. Il n'a aucune expérience sur la gestion, sur la capacité, sur le suivi, sur la pratique, la recherche de marché, la commercialisation. Et tout ça, le porteur de projet tout né a besoin de cet accompagnement-là. Et c'est cet accompagnement-là qu'offre nécessairement
la microfinance islamique en particulier. Donc on peut considérer que la microfinance islamique est une aubaine alors pour les entrepreneurs sénégalais. Mais c'est une aubaine C'est pour les entrepreneurs sénégalais. Voilà, le rôle des fonds CAF, WAF ou CAF? WAF. Alors, comme vous le savez, dans la dimension religieuse, il y a différents types de produits. Alors, le WAF est issu de la zakat. Ça permet d'organiser la zakat, qui est un pilier de notre religion. Alors, les fonds de la zakat sont utilisés pour accompagner les musulmans. Au lieu de faire comment je le dirais, au lieu que tu l'apprends à pêcher. Hein, tu l'apprends à pêcher. Alors, ce sont ces fonds zakat-là qui sont la plupart du temps utilisés comme pour des produits qu'on appelle le Had Hassan, c'est-à-dire c'est le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro qui se fait, on te prête 100 000, tu rembourses 100 000. Ces fonds-là, ce fonds permet de financer ça. Et aujourd'hui, comme on est un pays à majorité musulmane, aussi, qui dit religion, dit le respect des préceptes de la religion. La zakat étant un précepte fondamental, l'État a compris, et dans notre pays, nous le faisons de façon naturelle. Informelle, mais de façon naturelle, mais informelle, comme vous l'avez dit. Alors l'État a dit que nous gagnerions à organiser selon les préceptes. Et dans l'écosystème de la microfinance islamique qui est en train d'être mis en place, la haute autorité du WACF est mise en place pour gérer tout ce qui est fonds zakat, qui sera utilisé avec le WACF pour accompagner aussi des micro-petites entreprises et développer aussi, faire des financements. Mais le Sénégal, c'est vrai, est un pays laïque, mais à majorité musulmane, donc quelque part, nos parents chrétiens ne pourront pas bénéficier de ces fonds? Le destinataire, c'est pas exclu. C'est-à-dire c'est la contribution qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans un établissement de microfinance, pour qu'on prélève normalement, la zakat est prélevée automatiquement dans le solde du compte qui devrait répondre à certaines normes. Je crois que c'est 595, le montant de 595 grammes d'argent. Et celui qui n'est pas de la religion musulmane, en faisant l'ouverture de compte, devra signer une autorisation de prélèvement, oui ou non. Bon, naturellement, le musulman dira oui, mais le chrétien dira non, parce que ce n'est pas des préceptes de sa religion. Et ça ne fait pas d'exclusion. Maintenant, pour les bénéficiaires, vraiment, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. On sait que dans les institutions de finances classiques, on prélève des impôts. Est-ce qu'on ne devrait pas, pour avoir un fonds zakat assez puissant, au lieu de demander aux clients de signer par oui ou par non, de leur imposer ça? Non, la religion, comme vous savez, n'impose rien à l'individu. C'est une obligation, mais la religion, Dieu n'impose rien à personne. Même le choix des canaux pour arriver à lui, il laisse au libre arbitre de l'individu. Donc ça, c'est tout simplement pour vous montrer la dimension humaine, en fait, de la religion, qui laisse à l'individu qui est doté d'une raison le libre arbitre de ses choix et de ses actes. Tout à l'heure, on en a parlé, mais je pense que c'est important de revenir. Le cadre réglementaire et légal de la microfinance en Afrique d'abord déjà et en particulier au Sénégal. Donc le cadre réglementaire est installé. Aujourd'hui, nous avons déjà la loi dans notre pays qui était la loi de 2008, qui a été modifiée en son article 6, qui a inclus des dispositions pour pratiquer de la microfinance islamique. Donc maintenant, dans notre pays, c'est tout à fait légal. Et d'où les demandes d'installation de guichets d'institutions de microfinance purement islamiques qui sont en cours par rapport à cette loi-là. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il reste que l'assurance qui reste et les deux instructions qui doivent sortir sur le référentiel comptable et sur les ratios prudentiels qui permettent vraiment de boucler la boucle par rapport à tout ce qui est réglementation. Alors, quels sont les différents produits que la microfinance islamique propose? Alors, nous parlerons de contrats. De contrats. Parce qu'il y a... Vous n'aimez pas le concept produit. Bon, voilà, c'est juste des contrats. Alors, le contrat, il y a des contrats à base de vente
qui sont le plus utilisés en fait, comme la Modaraba, la Mourabajas, les Jaras, ce sont ces genres de produits on peut faire la similarité avec un peu ce qui est offert par la banque classique, qui sont des contrats d'achat-vente et d'accompagnement à l'installation ou ce genre de choses. Il y a les contrats aussi participatifs, c'est-à-dire le client vient avec une participation et la banque complète. Et aussi, il y a les contrats, ce qu'on appelle les instruments sociaux dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont la zakat, le waqf, le khard Hassan, d'où donc l'argent du waqf et de la zakat est souvent utilisé pour ce produit spécifique, qui est le khard Hassan, qui est le plus prisé en fait dans la microfinance islamique ou la finance islamique en général, qui est le prêt sans intérêt et à un taux zéro. Voilà, et ça m'amène à penser, tout à l'heure vous avez dit que dans un moyen court terme, bientôt on verra des institutions de microfinance indépendantes, typiquement microfinance. Est-ce qu'une structure, une entreprise par exemple, E-Media peut venir domicilier le salaire de ses employés? Tout à fait, tout à fait. C'est une institution financière. Il peut domicilier les salaires de ses employés dans le cadre de la microfinance classique, islamique ou la finance islamique. Et il y a pratiquement les mêmes offres de services. Je n'aime pas trop le terme produit, c'est pour ça que j'essaie de trouver une alternative. Je dis offre de service. Aujourd'hui, le salarié qui veut acquérir une maison peut trouver un contrat similaire qui lui permettrait d'atteindre son objectif. Un employé qui peut développer une autre activité parallèle. Donc, il y a toute l'offre de produits qui est assez disponible. Et dans ce cas-là, on ne parlera pas d'intérêt, mais on parlera de marge. De marge. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. On ne parlera que de marge en termes de finance, de microfinance islamique ou en finance islamique en général. Et comme je dis, il y a un aspect très important, la marge ne devrait jamais dépasser le taux de l'usure. Et ça, c'est une condition sine qua non. Et dans l'application, comme je vous dis, les établissements de microfinance ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en termes de microfinance islamique. Parce qu'il y a une institution de validation dans le cadre organisationnel, qui est le Sharia Board. C'est-à-dire, le Sharia Board, c'est l'institution qui valide la démarche. Est-ce que la démarche utilisée par l'établissement de microfinance répond aux normes et aux règles de la charia? C'est un corps de contrôle en même temps. C'est un corps de contrôle en même temps. On ne peut pas laisser l'institution financière faire ce qu'elle veut. Donc, il y a cette institution-là qui va contrôler et valider les actes posés par l'institution. Est-ce que dans l'histoire de la microfinance islamique, peut-être dans le monde, en Afrique ou au Sénégal, on a eu à épingler peut-être une institution qui n'était pas en règle, qui n'a pas respecté les préceptes de l'islam et de la charia? Et dans ce cas de figure, si oui, dans ce cas de figure, que faudrait-il faire? Est-ce qu'on devrait fermer l'institution? Parce que je ne dirais pas respecter qu'on a épinglé. Parce qu'en la matière, c'est tout simplement, c'est une certaine dynamique. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir de déviance. Il peut y avoir peut-être des incompréhensions ou des désaccords en termes d'interprétation, comme c'est le cas parfois, en termes de compréhension ou d'entendement religieux. Donc, il n'y a que ces petits désaccords-là. Mais la ligne de conduite, elle est très claire. Il n'y a pas de détournement de fonds, il peut pas comme y dans avoir. les institutions de finance classiques, dans les banques. On voit des banques où l'agent détourne 100 millions. Bon, écoutez, vous savez que ça, ce n'est pas quelque chose qui est exclu. Vous voyez, vous pouvez trouver un agent qui, malheureusement, avec les contraintes de la vie ou quelque chose comme ça, a eu des perturbations dans son organisation sociale, qui puisse commettre un délit. Ça existe partout. Donc ça, c'est pris en charge parce qu'il y a les règles, il y a les lois, il y a la justice, il y a tout pour prendre en charge ces cas-là. Tout à l'heure, on va revenir un peu sur la domiciliation des salaires. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de prélèvement d'ajout comme on le fait dans les autres institutions. Ou bien en finance islamique, il y a des ajouts. Non, il n'y a pas de prélèvement. Il n'y a pas de prélèvement. Donc, quand on te dit un salaire de 500 000, tu le reçois 500 000 intact. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous domiciliez votre salaire à la banque, ce sera une relation de partenariat. Vous êtes actionnaire déjà.
En domiciliant votre salaire, vous êtes actionnaire de l'établissement financier. Maintenant, votre salaire, il subit des fluctuations, ce genre de retrait. Ça, vous le faites en accord. Ce sera un accord qui sera fait. C'est pas que vous restez, on vous dit, oui, on vous a prélevé 500, on vous a prélevé 1000 francs, mais vous le savez d'emblée. Vous me confiez votre argent pour que je vous le garde, mais pour le garder, j'ai besoin de ça et ça et ça, il faut ça et ça, et en accord, vous allez payer tant pour que je vous garde votre argent. C'est comme si quelqu'un qui vient vous consigner le magasinage. C'est un service. C'est un service. C'est un service. Si tout le monde ne payait pas le service, celui qui vous garde, il ne serait pas payé. Donc le service devrait être payé. Mais ce n'est pas de la même manière que c'est calculé par rapport à la finance classique. Voilà. Est-ce qu'il y a un cadre qui gère les risques en microfinance? Est-ce que il y a un cadre réglementaire qui gère le côté risque en microfinance islamique? Le côté risque est géré dans la plupart des cas par, comme je vous dis, l'assurance, la mise en place de l'assurance islamique. Et aussi la qualité de la relation entre le bailleur et son porteur de projet. Donc c'est ça, en fait, cette relation qui est le plus travaillée dans le cadre de la microfinance islamique. Que cette relation soit basée sur l'honnêteté, sur l'éthique, sur la morale. Ce sont ces préceptes-là qui sont la plupart du temps utilisés dans la relation en termes de microfinance islamique. On va faire un bilan à mi-parcours avant de passer à quelques questions, avant de passer au quiz, le fameux quiz, je vous vois sourire. Lors de vous avez fini la première étape de votre tournée. Est-ce que vous avez eu des feedbacks quand vous êtes allé sur le terrain? Est-ce que vous pensez que les Sénégalais commencent à comprendre le concept microfinance islamique et adhèrent au projet? Tout à fait. Alors nous, les CRD que nous avons fait, nous avons invité les porteurs de voix, si je peux l'appeler ainsi. Vous savez que le comité du CRD est constitué des personnes ressources des régions. Alors, nous avons enjoint à ces personnes-là d'être les porteurs du message de la microfinance islamique auprès des populations. Et d'après nos expériences, vraiment, nous avons senti un engouement, vraiment, que la microfinance islamique serait la bienvenue, hein, parce que les populations, comme vous savez, ce manque d'éducation financière est criarde. Hein, et la microfinance propose une solution par rapport à ça, donc elle ne peut être que la bienvenue. Donc nos tournées de sensibilisation, on a atteint vraiment nos objectifs en termes de communication, en termes de sensibilisation et en termes d'appropriation. Et figurez-vous, aujourd'hui, PAMECAS, dans sa phase expérimentale, a eu à injecter, avec un fonds revolving de 700 millions, depuis 10 ans, plus de 5 milliards dans la démarche de la finance islamique. Donc, c'est déjà connu. Des programmes comme le PALAM ont déjà fait 5 ans de pratique, de tentatives de pratique de la microfinance avec des résultats satisfaisants. Le PADEF a fait, donc les gens, ils ont un peu une idée, hein, de ce que c'est, et la démarche les rassure. Et nous, en venant en appoint pour leur montrer que c'est une activité qui sera pérenne, ça a encore un peu plus rassuré. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les défis majeurs du développement de la finance islamique en Afrique et notamment au Sénégal? Alors, les défis majeurs, surtout au Sénégal, c'est de faire en sorte que les établissements de microfinance soient le plus proches des populations. Nous, notre mission, et comme l'a compris encore le président de la République, l'émergence du Sénégal serait la somme des émergences de toutes les localités. Il faudrait, dans les communes qui sont des communes rurales, il faut que l'activité économique soit développée dans les zones même les plus reculées de notre pays. Et ça, c'est notre mission. Et ça, c'est notre défi principal. Nous avons un programme, nous voulons faire une commune en SFD. Et ça, nous avons toute une démarche et toute notre idée pour mettre cela en place. Parce que comme vous le savez, je suis maire et je suis concernée par cette problématique. Je suis maire d'une commune rurale où il y a une activité économique, certes, mais cette activité a besoin de développement. Et ce qui développe une activité financière, c'est une activité économique, c'est la capacité de mutualiser les fonds qui circulent. Donc la présence d'établissements de microfinance dans les différentes localités est une nécessité. Et ça, c'est une des perspectives qui se dessinent vraiment. L'inclusion financière avec les opérateurs de téléphonie, est-ce qu'en finance islamique, vous envisagez des partenariats? Tout à fait. Ça aide beaucoup, en tout cas, pour les institutions avec le classiques. digital payment. Donc tout ça, c'est inclus parce que la microfinance islamique,
C'est une démarche financière, hein, donc qui ne diffère de l'autre que de la démarche classique que par la conception et la démarche. Mais nos objectifs et nos ambitions sont les mêmes. Vos objectifs et vos ambitions sont les mêmes. Nous en arrivons au quiz. D'accord. Le quiz. Je vous vois sourire. Ben oui, je souris. Pourquoi? Parce que je ne suis pas toujours dans la connaissance en général. Personne n'est dans la connaissance en Voilà, général. donc moi, j'ai eu une formation scientifique, donc on est toujours dans la spécificité. Oui. Donc il y a des domaines précis, je me focalise sur des domaines précis, mais bon, j'attends de voir. Ça ne sera pas une échappatoire. Vous allez participer au quiz. On y va? D'accord. Vous êtes prête? Oui. Oh, je sais que vous aimez le cinéma. Oui. Donc, première devinette. Je suis acteur et réalisateur noir américain. Je suis né le 28 décembre 1954. Mon nom de famille est le même qu'une ville américaine. Qui suis-je? Denzel Washington. Parfait. 2. Je sais que aussi vous êtes fan de natation. Citez 3 types de nage. Alors il y a la brasse, Oui. il y a le crawl, Oui. et il y a le dorsal. Parfait. Voilà. Est-ce que c'est difficile? Non, bon. On va réviser nos tables de multiplication. Oui. On va voir si vous apprenez vos tables de multiplication à l'école. D'accord. 9 fois 7. Alors, 9 fois 7. Vous avez 3 secondes. Juste 3 secondes? Oui. Alors, Bon, vous êtes une femme, je vous donne 5 secondes. vous me donnez 5 secondes. 9 fois 7. Sincèrement, je ne suis pas automatique en table de multiplication. Bon, je vous donne encore 3 autres secondes pour sauver l'honneur aux femmes. 10 secondes maintenant. 3 fois 7. 9 fois 7. Non, attends, tu me laisses un peu calculer, réfléchir Allez-y. pour ne pas réviser les tables de multiplication. Alors, J'entends 9 les fois- voix vous souffler. 9 fois 7, 40. Non, attends, 56. Vous avez faussé, 63. 63, oh là là. 9 fois 7, 63. c'est Deuxième vrai. table de multiplication. 8 fois 9. 72. Parfait. C'est ça? Vous êtes bien en mathématiques. Mais oui, hein, C'est un bon exercice, ça fait le quiz. longtemps que je n'ai pas révisé. Mes enfants vont rigoler aujourd'hui. Hein. C'est bien. Les Je enfants. n'arrête pas de les... La dernière table de multiplication, c'est un cas de 6 fois 6. 36. Parfait. Jusqu'ici, vous avez posé qu'une seule table de multiplication. Ben oui, c'est hein, bien. et j'étais pas... Voilà. Quelle est la capitale du Mali? Bamako, je crois. Voilà, dernière question. Je suis joueuse sénégalaise de basketball. Vous étiez ancienne joueuse de basketball. Oui. Voilà. Je suis née le 13 avril 1968 à Dakar. J'ai remporté 5 fois le championnat d'Afrique féminin entre 1984 et 2000. Qui suis-je? Mamati. Parfait. Donc vous avez fait un 4,5 sur 5. Donc c'est bien, c'est bien. C'est super. C'est Je super. vous En tout remercie. cas, c'est Je moi qui vous remercie. remercie. En tout cas, merci beaucoup, Yaye Fatou Diagne. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme de développement de la microfinance en Afrique au Sénégal, communément appelé Promise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Oumou. J'ai été très ravie de partager ce plateau avec toi et de partager avec les téléspectateurs et les auditeurs de ITV et Radio de ce qui est la microfinance islamique et aussi des missions du Promise. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe technique du côté de la télé. Merci aussi à l'équipe technique du côté de la radio. Rendez-vous sur ITV la semaine prochaine. Merci.